La pleine conscience ou mindfulness, on en entend parler partout, tout le temps. C'est devenu l'outil quasi magique pour notre bien-être, la solution miracle contre le stress, l'anxiété. Mais bon, au-delà de cet effet de mode, qu'est-ce qui se passe vraiment là-haut? Qu'en dit la science? Alors, attention, on va tout de suite calmer le jeu avec cette citation d'une chercheuse de Harvard. L'idée ici, ce n'est pas de dire que la pleine conscience ne marche pas du tout. C'est de remettre les choses à leur juste place. Ce n'est pas de la magie. C'est une approche qui a des effets mesurables, oui, mais qui sont comparables à d'autres thérapies. Et voilà, c'est la question qui nous intéresse. Pour y répondre, on va devoir soulever le capot et regarder un peu la mécanique de notre cerveau pour comprendre comment un simple exercice d'attention peut littéralement le transformer. Allez, on plonge dans le concret. La toute première chose à comprendre, c'est que la pleine conscience, c'est avant tout un entraînement, un sport pour le cerveau. Parce que non, contrairement à l'idée reçue, le but n'est pas de vider son esprit. C'est impossible en fait. Le but, c'est de muscler notre attention. Et tout part de cette définition, celle de Jon Kabat-Zinn, qui a vraiment popularisé le concept. Alors si on décortique, intentionnellement, parce que c'est un choix, c'est actif, au moment présent pour sortir de nos pensées qui ressassent le passé ou qui angoissent sur le futur, et enfin, sans jugement. Et ça, c'est peut-être le plus dur, juste observer ce qui se passe en nous sans coller une étiquette bien ou mal. Et ça, c'est super important à comprendre. Avoir l'esprit qui s'évade, ce n'est pas un bug. Non, c'est le réglage d'usine de notre cerveau. Il est fait pour ça, pour faire des liens, pour imaginer. Le souci, c'est quand ce vagabondage nous embarque dans des spirales négatives dont on n'arrive plus à sortir. Et le grand responsable de ce bavardage mental, le voilà. C'est le réseau du mode par défaut, le RMD. C'est un peu le pilote automatique de notre cerveau. C'est lui qui s'allume quand on ne fait rien de spécial, quand on est dans la lune. C'est le centre de notre dialogue intérieur. Et là, la différence est flagrante. D'un côté, quand le RMD est en roue libre, on est coincé dans la rumination, l'inquiétude. De l'autre, avec un cerveau entraîné à la pleine conscience, on apprend à réguler ce réseau. L'objectif, c'est pas de l'éteindre, mais de baisser un peu le volume pour reprendre les commandes. Et l'outil pour faire ça, c'est ce qu'on appelle la métaconscience. C'est tout simplement la capacité à s'observer penser, à prendre du recul. Au lieu d'être totalement fusionné avec la pensée « je suis nul », on apprend à se dire « tiens, intéressant, je suis en train d'avoir la pensée « je suis nul ». Rien que ça, cette petite distance, ça change tout. Ok, donc on a compris le principe au niveau de l'attention. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe sous le capot, dans la biologie de notre cerveau? Parce que cet entraînement, il ne fait pas que calmer l'esprit sur le moment. Il provoque de vrais changements physiques. Il recable le cerveau pour le rendre plus résilient. Pour piger ce qui se passe, imaginez une pièce de théâtre dans notre cerveau avec 4 personnages principaux. Le RMD, on l'a vu, apprend à se calmer. Le cortex préfrontal, lui, c'est notre chef d'orchestre, il se renforce. L'amygdale, notre alarme à incendie émotionnelle, devient moins sensible, moins réactive. Et l'insula, qui nous connecte à notre corps, se développe. Et ça, c'est peut-être l'une des découvertes les plus folles. La pleine conscience renforce la connexion, la communication entre notre cerveau rationnel, le cortex préfrontal, et notre cerveau émotionnel, l'amygdale. En gros, le chef d'orchestre apprend à mieux discuter avec l'alarme à incendie pour la calmer quand elle s'affole pour rien. Et concrètement, voilà comment ça marche pour griser le cercle vicieux de la rumination. Une pensée négative débarque. Normalement, hop, l'amygdale s'emballe. Mais avec l'entraînement, on apprend d'abord à remarquer cette pensée. Et là, le cortex préfrontal entre en jeu. Pas pour la bloquer, mais pour l'observer, avec curiosité. Et à force de faire ça, on crée un nouveau chemin dans le cerveau. Et la vieille autoroute de la panique, eh bien, elle est de moins en moins utilisée. Bon, jusque-là, on a un tableau presque parfait, non? Ça a l'air génial. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, la réalité de la recherche est toujours un peu plus complexe, un peu plus nuancée que les gros titres des magazines. C'est le petit plot twist de notre histoire. Oui, les effets sont bien réels, mais ils ne sont pas forcément là où on les attend le plus. 0. Un chiffre qui fait un peu mal, comme ça, tout seul. Mais qu'est-ce qu'il représente? Ce 0, c'est l'amélioration des capacités cognitives, genre la mémoire, l'attention, mesurée dans une grande étude très sérieuse. Après 1 an et demi d'entraînement chez des adultes en bonne santé, 0 amélioration. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien, loin de là. Ce que ça suggère plutôt, c'est que le bénéfice serait peut-être plus dans la prévention du déclin que dans le boost de capacité déjà au top. Et ça amène une autre question super intéressante que se posent les scientifiques. Est-ce que la manière dont on enseigne la méditation change quelque chose? Eh bien, pour l'instant, il semblerait que non.
Une étude récente a comparé une approche très technique avec une autre, plus centrée sur la compassion. Résultat, aucune différence significative sur les bienfaits. En gros, ce qui compte le plus, c'est la pratique elle-même, la régularité, plus que la saveur particulière de l'enseignement. Ok, alors on a vu les mécanismes, les études, les nuances. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça au final, si on devait résumer en quelques points clairs? D'abord, et c'est le plus important, ce n'est pas de la magie, c'est de l'entraînement. Ça utilise la capacité naturelle du cerveau à changer, sa neuroplasticité. Ensuite, le but n'est pas d'arrêter de penser, mais de changer notre rapport à nos pensées, de ne plus être leur esclave. Et enfin, il faut rester nuancé. C'est un outil puissant, oui, mais ce n'est pas la solution à tout, et les effets sont modérés. Et on va finir là-dessus, avec cette question. Maintenant qu'on sait que le cerveau est malléable, qu'on peut vraiment l'entraîner comme un muscle, si on avait le choix, quelles compétences mentales on voudrait renforcer en priorité? La concentration, le calme, la créativité, la compassion? La réponse finalement est très personnelle.